L'extrême droite au pouvoir, la France n'a jamais essayé. C'est l'un des arguments des électeurs tentés par le RN et désabusés par la classe politique actuelle. Mais voilà, plusieurs de nos voisins, si eux, ils ont élu des gouvernements d'extrême droite. Voyage au bout de l'extrême droite, titre Libération aujourd'hui. Italie, Hongrie, Pays-Bas, Finlande. Que s'est-il passé pour ces pays gouvernés par Orban ou encore Meloni? Les droits sociaux ont-ils été menacés? Lydie, expliquez-nous. Alors on va voir déjà la carte où l'extrême droite est présente au sein des pays européens. En Hongrie, vous le voyez, elle est seule au pouvoir. Aux Pays-Bas ou encore en Italie, elle est majoritaire au sein d'une coalition gouvernementale aussi présente, on le voit, en Finlande ou encore en Croatie où elle est minoritaire au sein des coalitions. Alors on prend tout d'abord le pays où l'extrême droite gouverne seule en Europe, la Hongrie de Viktor Orban, le bulldozer ultra-conservateur, anti-immigration, isolé au sein de l'Union européenne. Ces mandats, ils ont transformé le pays. L'une de ses premières mesures qui a donné le ton à la mise en place d'un conseil des médias nommé par le gouvernement chargé de garantir l'objectivité, une réforme constitutionnelle qui est également venue réduire le rôle de la Cour constitutionnelle, une nouvelle procédure de nomination à des juges pour renforcer encore son influence, la lutte contre l'immigration évidemment axe fort de sa politique avec notamment la construction d'un mur à la frontière avec la Serbie, puis les droits sociaux. Il a adopté un arsenal de mesures anti-LGBTQ+. On voit ainsi une manifestation contre ces mesures avec l'interdiction d'évoquer l'homosexualité et le changement de genre devant les mineurs dans le pays. Sur l'IVG également, les femmes doivent par exemple désormais entendre les battements du fœtus avant tout avortement dans le pays. En Italie également, Giorgia Meloni est venue bouleverser le paysage politique. Oui, avec des promesses qui n'ont pas été toutes tenues par la Première ministre. En tout cas, l'extrême droite a ouvert la voie aux anti-IVG dans les hôpitaux. Sur la question de l'immigration, là aussi, des grands chantiers ont été lancés. L'Italie qui a construit des camps pour les demandeurs d'asile en Albanie, des centres de rétention visités, on va le voir, par Giorgia Meloni, pour y accueillir les migrants sauvés en mer, examiner leurs demandes aux portes de l'Europe. La Première ministre qui a multiplié les textes marqués très à droite, mais souvent adoptés rapidement, peut-être un peu trop, des textes inapplicables dans les faits. La liste des textes ainsi avortés est longue, de la taxe sur les super-profits des banques à la répression contre les mineurs délinquants. En Finlande, on en parlait, Petteri Orpo s'est lui aussi imposé comme un Premier ministre de droite. Le pays qui est aujourd'hui dirigé par une coalition composée de partis d'extrême droite. La sécurité était d'ailleurs l'un des maîtres mots pendant la campagne pour les européennes. Et quand on regarde les droits sociaux dans le pays, vous parliez de Libération, et bien regardez, il parle d'un détricotage des acquis sociaux, des licenciements facilités, la possibilité de faire grève qui est sur place restreinte ou encore le chômage moins accessible. Et puis il y a également des pays en Europe où l'extrême droite a quitté le pouvoir. C'est le cas de la Pologne, mais le parti, vous le voyez, qui tout de même a fait un record historique aux dernières européennes il y a quelques semaines. Merci beaucoup Lydie, qui nous permet d'avoir un peu un paysage de ce qui se passe chez nos voisins où l'extrême droite a gouverné. Est-ce que ça peut faire peur aux électeurs ou au contraire, ils se diront non, en France ce sera différent? Moi, il y a un pays que je connais bien dans cela, que je connais bien, qui est la Hongrie. Et ça fait 12 ans. Enfin, il y a eu en deux époques, Orban était au pouvoir pendant 12 ans. Et c'est assez saisissant parce que maintenant, il y a une opposition qui est dans son propre camp, qui vient de son propre camp. C'est-à-dire que l'opposition n'est pas à l'extérieur. Donc, il y a les populistes, l'extrême droite populiste, lorsqu'elle arrive au pouvoir, elle réussit. L'idée qu'il reste 2 ans, à mon avis, c'est un leurre. Parce qu'ils réussissent justement à flatter, à aller dans le sens d'une opinion. Et c'est ce qui s'est passé en Hongrie. Après, sur les questions des libertés publiques, des libertés des médias, des questions culturelles, c'est juste un désastre. C'est-à-dire que considérer aujourd'hui que ces populistes-là, c'est des politiques comme les autres, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que ça n'est pas des dictatures, évidemment non, ça n'est pas des régimes policiers. En revanche, c'est des régimes, et la Hongrie, c'est un bon laboratoire, parce que le Rassemblement national, comme à une époque Éric Zemmour, se revendique de Viktor Orban. C'est un système où les oppositions ont leur champ d'expression qui est réduit.
Le domaine culturel, c'est pareil. Par exemple, je vais prendre un exemple en Hongrie, le cinéma, il y a beaucoup d'argent qui est versé pour le cinéma. C'est un cinéma qui est quasi exclusivement, pour pas dire totalement exclusivement, au service de production nationaliste, au service de production du pouvoir. Et ceux qui sont en contradiction, eh bien, ils sont mis sur la touche, ils ne travaillent plus. Les médias, l'expression médiatique, l'opposition, il n'y a plus de médias d'opposition. Donc, ce populisme-là, ça n'est pas l'extrême droite, quand c'est assez idiot, quand on dit c'est le fascisme qui arrive. Ça n'est pas le fascisme. C'est une autre pratique du pouvoir, c'est ce populisme-là, où les libertés politiques, les libertés médiatiques, les libertés d'expression sont profondément rognées. Et on pourrait, je ne vais pas monopoliser la parole, mais on pourrait développer les exemples comme ça. Mais est-ce que les Hongrois et les Hongroises le regrettent ? C'est-à-dire que pour Viktor Orban, le propre, c'est qu'il a été réélu successivement. Oui. Il a été réélu successivement. Mais on pourrait dire, lorsque les libertés médiatiques, lorsque il y a une vraie censure dans les médias, c'est plus difficile pour les oppositions de s'exprimer. Oui. En tous les cas, le propre des populismes, c'est plutôt, en tous les cas dans les premières années, c'est que ça marche. C'est-à-dire que si d'aucuns faisaient un calcul, qu'Emmanuel Macron a fait le calcul qu'on tente pendant 2 ans et après ils montreront leur inanité, ça n'est pas vrai parce que généralement, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils sont suffisamment habiles pour le conserver. Oui, et puis je pense que Emmanuel Macron fait une erreur un peu. Il pense que le vote RN, c'est pas un vote d'adhésion. Et dans une partie de ce que vous avez dit, hormis les libertés peut-être, il y a des gens qui le veulent, tout ça, qui veulent qu'il y ait une priorité ou une préférence nationale, et d'ailleurs Emmanuel Macron l'a quasiment fait avec la loi immigration. Ils veulent tout ça, ils veulent qu'il y ait beaucoup de sécurité, ils veulent qu'il y ait pas un tri, mais et ça, Emmanuel Macron ne veut pas le reconnaître, et il voit pas que c'est pas juste un vote défouloir de colère, c'est un vote où les gens y vont, alors ils y vont pas tous pour l'immigration et pour la lutte contre l'immigration, ils y vont aussi parce qu'ils considèrent que c'est des partis qui pensent à eux, qui pensent à leurs préoccupations quotidiennes, qui pensent à leur pouvoir d'achat, alors qu'Emmanuel Macron n'a jamais pu incarner ça. Et globalement, en France, c'est du populisme, mais ils répondent à une population qu'on a vue émerger au moment des Gilets jaunes. C'est cette France périphérique qui se sent complètement délaissée par les politiques publiques d'Emmanuel Macron, qui cible plutôt, si on est un petit peu caricaturaux, des catégories socio-professionnelles plus, des gens plutôt aisés, des gens plutôt habitants des métropoles. Et ces gens-là, ils se disent, on ne pense pas à moi, le RN pense à moi, parce que les discours populistes, en effet très simplistes, disent, on va penser à vous. Bon, il faut quand même remarquer que Jordan Bardella, il vient de reculer sur pas mal de mesures. Alors, il ne recule pas sur le pouvoir d'achat en matière d'énergie, sur la taxe qui va baisser sur l'énergie, mais il recule sur les impôts qu'il devait retirer pour les jeunes ménages, il recule sur pas mal de choses. Mais en effet, ils savent. Non, moi, une chose, c'est pas une population, c'est des populations. C'est-à-dire que c'est absolument attrape-tout. Par exemple, ce que vous dites, ils captent les gilets jaunes, ils vont capter une population. Ils captent les jeunes, ils captent les retraités. Ils captent, là, c'est-à-dire que c'est de l'attrape-tout. C'est que ça ne fait pas une politique. C'est du en même temps, finalement. C'est ça ? C'est un peu comme du en même temps. C'est du en même temps sur l'immigration et sur le pouvoir d'achat. Si on grossit, c'est des politiques régaliennes de tous les très populistes. fortes. C'est-à-dire que ça n'est pas. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que il y a une adhésion. C'est-à-dire que ils veulent. Il y a une partie aujourd'hui, a priori, une majorité, en tous les cas, une grande partie de la population qui veut le Rassemblement national. Mais c'est pas parce qu'ils veulent du Rassemblement national qu'on sait exactement qu'il y a un corpus idéologique propre à cette partie-là. C'est-à-dire que les gilets jaunes, ils les ont saisis. Ils ont saisi ça parce que c'est arrivé. C'est le principe de ces partis qui sont attrape-tout. Et les populistes, d'ailleurs, c'est ce qui fait leur succès. Ils sont capables de prendre à gauche, ils sont capables de prendre à droite, ils sont capables de saisir les humeurs du temps sans pour autant proposer une réponse cohérente. Sauf qu'Emmanuel Macron, quand vous dites la majorité change, c'est parce qu'ils ne pensent. Ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi les gens votent Rassemblement national. On ne parle pas d'Emmanuel Macron, on parle de l'extrême droite. Oui, mais on ne sait pas lutter contre l'extrême droite. Et les arguments qu'utilise Emmanuel Macron, c'est en gros, vous votez mal, il y a les méchants, il y a les gentils. Et bien ça ne marche pas. Et c'est renier toute une partie. On ne parle pas de ce qu'est Emmanuel Macron, on parle de ce qui est l'extrême droite. C'est ce qui se passe au niveau européen. Et pourquoi Giorgia Meloni est élue, pourquoi Viktor Orban reste,
reste, c'est parce que Non, on parle de la nature de ce qu'est l'extrême droite. On ne parle pas de ce que les autres font contre. Mais on parle de la nature de ce qu'est lorsqu'ils sont au pouvoir, lorsque sont au pouvoir des gens comme Viktor Orban. On parle de cette nature-là. Le gras. Moi, je crois qu'il faut revenir d'abord à la sémantique. À partir du moment où on dit que ce sont des partis d'extrême droite, on fait fausse route. Le Fidesz n'a jamais été un parti d'extrême droite. C'est un parti national conservateur. Et pourquoi il y a le succès de tous ces partis, que ce soit le RN en France, ou le Fidesz, ou en Finlande, que je connais moins? Eh bien, parce qu'il y a une question qui taraude le peuple de ces pays, c'est l'immigration. Et au passage, tous ces partis ont prospéré sur cette question migratoire. C'est ça. Pourquoi les gens votent RN? Ils vous disent aujourd'hui, parce qu'ils en ont assez de ceci, de cela, des populations qui arrivent. À partir de là, au passage, les partis de gouvernement ne se sont pas saisis de ces questions-là, que ce soit suffisamment Emmanuel Macron et encore plus la gauche. Il n'y a pas de discours cohérent, stratégique sur le sujet de l'immigration à gauche, et notamment quand il y a eu la présentation du nouveau Front populaire. On peut regretter qu'il n'y ait pas une approche de ce sujet-là. À partir de là, on peut aussi se poser la question, pour parler de la France, c'est que ce fameux cordon sanitaire contre le Front National, quand on regarde ce qui s'est passé dans les pays étrangers, finalement, Jacques Chirac a été vraiment porteur, et j'en sais quelque chose, de cette politique non à l'union avec le Rassemblement national. Mais n'aurait-il pas fallu peut-être se dire que, comme François Mitterrand l'avait fait avec le Parti communiste français, en faisant rentrer le Rassemblement national, à l'époque, Front National, quand il faisait 2, 3, 5%, il aurait été noyé. Car il y a une règle d'airain en politique, c'est que le gros mange le petit. Et donc Chirac, avec un RN à 5%, on n'en parlerait peut-être plus. Oui, mais on a quand même 88, on avait quand même 88 députés à l'Assemblée nationale et ils vont être peut-être multipliés par 2, donc ça ne marche pas toujours. Rapidement, Frédéric. Bon, oui, tout a été à peu près dit. Alors, on a peu parlé de l'Italie, du cas Giorgia Meloni, qui est un peu différent quand même que ce qui a été évoqué. Giorgia Meloni, qui, il faut le rappeler, a obtenu un score assez remarquable aux élections européennes. Elle se présentait d'ailleurs en tête de liste, ce qui était un curieux choix, puisqu'elle n'avait pas du tout l'intention de siéger au Parlement européen. Mais enfin, en tout cas, elle a dopé sa propre liste pour les élections européennes, et donc ça lui a donné une assise. On l'a d'ailleurs vu. Elle accueillait la semaine dernière au sommet du G7 de manière assez triomphale en quelque sorte des leaders qui étaient tous un peu en état de faiblesse électorale dans leur pays. Le cas de Giorgia Meloni est assez intéressant parce que, rappelez-vous les discours anti-Meloni sur le retour du fascisme en Italie avant son accession au pouvoir. Ces discours-là, on les entend plus aujourd'hui parce que qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait usage d'une sorte de pragmatisme, d'abord en faisant obédience immédiate à l'Union européenne, en ne voulant absolument plus modifier quoi que ce soit en Europe, en soutenant l'Ukraine totalement et en votant des fonds d'aide à l'Ukraine, et puis en ayant une politique migratoire beaucoup moins dure que ce qu'elle avait annoncé lorsqu'elle était en campagne. Et donc, elle a fait preuve d'une sorte de pragmatisme qui l'installe. Alors, je ne sais pas pour combien de temps, parce qu'en Italie, les gouvernements sautent assez facilement. Mais enfin, elle a une sorte de pragmatisme au pouvoir qui lui permet de s'installer plus durablement. Donc, voilà, ça veut dire que tous les scénarios sont possibles. Un RN, s'il est au pouvoir, dur à la mode Orban, ou au contraire extrêmement pragmatique à la façon Meloni. On le voit, ce sont effectivement une montée globale des extrêmes droites dans plusieurs pays européens, mais avec chaque fois des scénarios très très différents. En plan sociétal, l'Italie, c'est pas... La petite leçon à retenir, c'est que les partis populistes, finalement, si le leader est pragmatique, ils arrivent à rester au pouvoir. Parce que Meloni partait quand même des jeunesses mussoliniennes, etc. Elle est très très marquée. Elle a su se recentrer en quelque sorte, tandis que le Fidesz, avec son leader actuel, Orban, part plutôt vers la droite. Vous voyez, il y a une forme de pragmatisme. Et en fait, comment ils sont pragmatiques? En collant aux aspirations des citoyens. Ils écoutent leur peuple et ils prennent des positions. Meloni a su, parce qu'il y a eu des études d'opinion là-dessus, elle a su que les Italiens ne voulaient pas une révolution fasciste, évidemment, et voulaient rester dans l'Europe, etc. Elle a collé à l'attente de ses concitoyens. Donc ils sont pragmatiques.